journalistes et le grand débat. Mon chéri, c'est un débat contradictoire sans passion. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Espoir 47 de TV et médias partenaires, notamment Radio KNTB à Lomé, Radio VGK à Palimé, Radio Lumière à Anéro. Bien de choses donc à vous toutes et à vous tous. Nous sommes ensemble pour décrypter l'actualité sociopolitique de notre cher pays, le Togo. Nous allons parler du retour annoncé de la synergie des travailleurs du Togo avec une assemblée générale prévue pour le mercredi prochain à partir de 15 h au centre communautaire de Tocoin. Que retenir donc de la pause accordée au gouvernement? Qu'est-ce qui a été réellement fait? Nous allons l'analyser autour de ce plateau. Revenir sur la contestation de CAP 2015 avec ces militants qui étaient dans les rues samedi dernier. Nous allons également parler de la cherté de la vie avec l'augmentation du prix des denrées alimentaires, notamment le maïs qui passe de 450 à environ 700 francs CFA. Mais avant de retrouver nos invités, nous avons deux journaux avec nous ce matin. Nouvelle Opinion qui titre à sa une le combat démocratique vu hier et aujourd'hui. Fort Gnassingbé, la force tranquille qui effrite le mythe propagandiste de l'opposition radicale. Et puis toujours à la une du journal, la déconvenue de CAP 2015 à la présidentielle du 25 avril, Jean-Pierre Favre portait plutôt en lui les germes de sa propre défaite, titre le journal. Et puis éradication du virus Ebola en Afrique occidentale, le président Faure était à Monrovia la semaine dernière. Prévention des risques et catastrophes, le PGICT apporte son soutien en équipement au service de l'hydrologie et de la météo. Et puis le Vatican s'exprime sur la situation sociopolitique au Togo. Le pape François salue les notables progrès au Togo et invite l'Église à accompagner le processus des réformes. Pour un bon fonctionnement de l'administration fiscale, l'OTR innove avec le NIF et le badge d'accès à ces différents services. Et pour finir, Nouvelle Opinion s'intéresse à l'environnement et titre environnement plus propice du climat des affaires au Togo. Voilà donc l'économie. Les premiers responsables du 35 présentent les grands axes du plaidoyer de leur structure. Le second journal avec nous ce matin, c'est bien sûr Ouara, les vainqueurs, qui titre à sa grande une accélération de la croissance économique au Togo, les actions futures de Fort Gnassingbé au cours de son troisième mandat. Manifestation du CAP 2015, Jean-Pierre Favre refuse toujours de rentrer dans l'histoire glorieuse du Togo. Le football togolais vers l'abîme total avec Antoine Folly. Les hésitations du gouvernement de plus en plus incompréhensibles et insoutenables, écrit Ouara. Les vainqueurs qui s'intéressent également à l'OTR, Office togolais des recettes, des titres OTR en pleine innovation, les commissaires agréés en douane et les consignataires informés sur le NIF et les modalités d'accès au bureau de l'OTR. Extension du réseau électrique au Togo vers un taux d'électrification de 40% en 2015. Tribune libre, Togolais sortant de la pauvreté après les résultats de la présidentielle d'avril 2015. La majorité silencieuse célèbre la victoire de Fort Gnassingbé. Voilà donc pour ce qui concerne la une de ces deux journaux. Ouara, les vainqueurs et Nouvelle Opinion dans les kiosques ce matin au prix unique de 250 francs CFA. Revenons donc autour de ce plateau avec nos invités. Joël Ega, directeur de publication du journal La Fraternité. Bonjour Joël et bienvenue. Bonjour auditeurs, auditrices et puis téléspectateurs et téléspectatrices de KNTB de Espoir 47 et médias partenaires, sans oublier les internautes également. Merci. Parce que nous sommes suivis sur le web via deux liens, le www.ebenradio.com et le www.togovision.com. Notre second invité, vous le voyez déjà, Germain Pouli, directeur de publication du journal Togo Réveil. Bonjour Germain et bienvenue. Bonjour Rodrigue et bonjour à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Voilà, et surtout après un week-end un peu chargé parce que vous étiez dans le Septentrion. Oui, tout à fait. Bon, nous sommes bien revenus en forme pour démarrer la semaine. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes avec nous autour de ce plateau. Mais nous allons rapidement aborder avec le premier sujet qui n'était pas avant vendredi
au menu de nos discussions, mais l'information est tombée dans le week-end avec le retour donc de la Synergie des travailleurs du Togo qui veut reprendre ses activités. On annonce une assemblée générale sur mercredi prochain à partir de 15 h au centre communautaire de Tokoin. Alors la question directe qui se dégage, qu'en a-t-il donc été les 2 semaines laissées ou tout ce temps laissé au gouvernement ou à l'ensemble des acteurs qui se partagent le front social pour qu'on en arrive encore à une sortie de la Synergie des travailleurs du Togo? Je dirais que c'est... Enfin, moi, je suis peu surpris par le fait que la Synergie annonce une AG, puisque la Synergie avait tantôt dit, pour cause d'élection, elle va faire une trêve et puis laisser que les élections se déroulent. Les élections sont déroulées, le résultat a été proclamé, donc je crois que c'est conforme à ce qu'ils avaient dit avant la pause, qu'ils aillent aujourd'hui en AG et annoncent ce qu'ils comptent faire sur le front social, puisque, il faut le rappeler, leurs revendications sont demeurées telles. Solution n'a pas été trouvée jusque-là. Donc, je crois que c'est dans le bon sens. Enfin, ce n'est que dans le sens normal des choses qu'ils aient un AG dans les jours à venir. Voilà, âgé dans les jours à venir, mais Germain, la question reste posée puisque nombreux étaient les Togolais qui pensaient que ces 2 semaines laissées au gouvernement devaient servir à entrer en discussion, à prendre langue avec les responsables de la Synergie et rapidement essayer de désamorcer cette situation. Mais aujourd'hui, avec cette annonce, est-ce à comprendre que rien n'a été fait? Non, la trêve, ce n'était pas forcément pour laisser le temps au gouvernement de prendre des mesures. Je crois que la STT, malheureusement, a un peu trop forcé à enchaîner des grèves sur grèves, des sittings sur sittings, jusqu'aux manifestations de rue, et avec une dernière manifestation qui a été tout simplement interdite. Et c'est donc après cette manifestation interdite que la STT annonce une trêve. Le gouvernement avait dit à l'époque qui n'avait plus du personnel de sécurité pour encadrer les manifestations, donc interdisait cette manifestation. On avait également fermé les écoles et donc la STT était obligée, quelque peu coincée, de marquer une pause. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut se dire? Est-ce qu'on fait l'âge pour revenir avec les mêmes méthodes, les sittings et les grèves et les manifestations, ou on fait l'âge pour revenir au dialogue, pour revenir aux discussions, parce qu'il y a un cadre qui est ouvert? Est-ce que la STT va toujours exiger des discussions exclusives ou finalement cet AG qui s'annonce va permettre de revenir, mettre un peu d'eau dans leur vin pour se dire qu'il y a un cadre de discussion qui existe depuis longtemps, bien avant la création de la STT, qui a fait ses preuves où on peut verser toutes les revendications qui concernent le monde des travailleurs. Maintenant, est-ce que l'AG va revenir un peu à cela ou la STT va rester dans son radicalisme là, en initiant des sittings, des grèves et des marches? Bon, on ne sait pas, mais je crois que l'élection était aussi un objectif pour la STT, parce que les travailleurs estimaient que si les élections se déroulaient, ça sera difficile d'obtenir, la STT, j'allais dire, estimait que si les élections se tenaient, ça serait difficile d'avoir satisfaction, donc il fallait avoir tout ça avant les élections. C'est tout comme quand la rentrée scolaire s'annonce ou les périodes d'examen, on met la pression. Bon, les élections sont passées, maintenant est-ce que ça sera la même démarche? Ou finalement, on va prendre sur soi d'aller discuter avec le gouvernement et les autres syndicats pour trouver une solution globale. Donc je pense aussi que pendant la campagne, on a pu écouter le président sortant, qui heureusement donc, est reconduit. Et je pense aussi qu'il va prêter une oreille attentive dans nos revendications des travailleurs. Mais je pense aussi que le radicalisme syndical a montré ses limites, parce qu'on a vu des grèves sur grèves, des sittings qui n'ont rien donné. Je crois que la meilleure formule, c'est forcément la discussion. Il y a un cadre pour cela et on espère qu'à l'issue de cette AG, la STT prendra la bonne résolution qui est d'aller discuter, puisque finalement, les manifestations ont montré leurs limites. L'élection qui était une pression sur le président sortant, on estimait, ou un des leaders de la STT disait d'ailleurs,
puis on dirait que Faure Gnassingbé ne veut pas les voix des fonctionnaires. Donc aujourd'hui, tout ça est passé. Je pense qu'il faut revenir à la raison, il faut rejoindre ce cadre de discussion. Il faut lâcher du lest et il faut aussi que du côté du gouvernement, on envisage aussi faire un pas pour calmer ce qu'on a appelé la grogne sociale. Voilà, on a un troisième invité qui vient de nous rejoindre, Ibrahim Atia, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Bonjour Ibrahim. Bonjour Rodrigue et bonjour à tous qui nous suivent en ce moment. Voilà, un petit retard, mais on fait avec rapidement. On était en train d'évoquer le retour de la synergie des travailleurs du Togo qui annonce une assemblée générale. Et la question qui se dégage, c'est vrai que tout à l'heure, Germain a essayé d'expliquer un tout petit peu ce qu'on peut attendre de cette assemblée générale. Mais la question demeure, est-ce que pour les 2 semaines laissées par la synergie pour permettre le bon déroulement du scrutin, est-ce qu'il ne faille pas anticiper, par exemple, au niveau du gouvernement pour qu'on n'annonce plus des activités, mais qu'on dise que ces 2 semaines ont servi à régler cette situation? Oui, nous l'avions dit dès que la synergie avait annoncé mettre en stand-by, disons, ces mouvements pour permettre un bon déroulement des élections présidentielles. Nous avons dit que au moins pendant ces 2 semaines, il faudrait que des 2 côtés, il y ait quand même une volonté de pouvoir renouer avec le dialogue et surtout voir dans quelle mesure il faille trouver plutôt des solutions aux revendications des fonctionnaires. C'est vrai que le gouvernement était très pris par rapport aux questions électorales et donc le gouvernement, nous dirons logiquement qu'il n'avait pas assez de temps, assez de marge de manœuvre pour entamer encore une discussion sur les revendications salariales de la STT. Mais ce que nous disons et nous continuons toujours par dire est que des 2 côtés, qu'il n'y ait pas des positions de radicalisation, que les gens ne radicalisent pas et ne réduisent pas leur position, parce que c'est toujours par le dialogue qu'on arrive à trouver une solution à tout ce qu'il y a comme problème qui se pose entre les humains. Et M. Germain Pouli, mon confrère, le disait que les 2 côtés, que chacun essaie de faire un pas au niveau de la synergie. Il y a un cadre qui a été créé, la synergie a quitté ce cadre, il faut revenir dans ce cadre de discussion pour renouer avec les autorités gouvernementales, mais du côté du gouvernement aussi, qu'on fasse tout pour que la synergie puisse arriver, c'est-à-dire que donner aussi une certaine ouverture en matière de discussion et surtout en matière d'écoute, parce que quand on vient et on campe sur sa position, on ne veut pas aussi écouter l'autre. Je pense que ça ne donne pas en tout cas, des chances de réussite du dialogue ou bien de l'entretien et surtout d'aboutir à des solutions qui puissent contenter les 2 camps. Donc nous disons que si la synergie veut faire une nouvelle AG, c'est logique parce qu'elle avait suspendu ses mouvements. Maintenant, elle veut reprendre, c'est normal. Maintenant, est-ce qu'on va reprendre avec les vieilles méthodes? C'est la question qu'il faut se poser. Donc il faut le voir parce que nous rentrons dans un nouveau contexte. Ce n'est plus le contexte d'avant les élections où il fallait exercer un certain nombre de pressions sur le gouvernement et se dire que le contexte s'y prêtait, le gouvernement va accepter parce qu'il y a les élections, il ne voudrait pas que cela entache les élections. Maintenant, nous sommes dans une période post-électorale où tout est déjà fait. Donc, il faut aussi savoir comment exercer sa pression, savoir aussi comment discuter avec son interlocuteur. Il ne faudrait pas aussi passer par des mesures de chantage et surtout ne pas aussi aller dans une posture de si ce n'est pas ça, ça ne passe pas. Donc il faut amener les gens à tempérer leur position et à discuter comme des hommes civilisés, des hommes qui veulent vraiment le bonheur pour ce pays. Voilà, Joël, c'est vrai. Est-ce que, entre-temps, à écouter les uns et les autres, les acteurs, je veux dire, quand on prend la synergie avec ses responsables, quand on prend le gouvernement avec les ministres qui étaient au front par rapport à cette situation, est-ce qu'on peut aujourd'hui peut-être lire un changement de langage ou un changement de point de vue par rapport au point de discussion, au point d'opposition? Est-ce qu'on peut lire? Personne ne s'est encore déclaré. Parce qu'on a suivi, je crois, dans le week-end, on a suivi le ministre Laurent Manganawe sur une chaîne de la place où on croit comprendre que les positions sont restées figées. Les positions sont restées figées, mais attendez,
au passif du gouvernement. Parce que moi, je voudrais d'ailleurs dire, je ne sais pas pourquoi l'AG de la STT peut susciter des commentaires. C'est normal qu'ils aient un AG. Bon, maintenant, ce qu'ils vont décider à l'AG, c'est ça qu'on appréciera. Mais est-il que il revient au gouvernement d'envoyer les signaux de bonne volonté à suffisance pour mettre en nuit la STT. Parce que ces gens, ils réclament quelque chose. Sur comment vous l'appelez, 8 points de revendication, ils n'ont rien obtenu pour le moment, à part les 30 000 francs, les 20 000 francs qui leur ont été concédés. Mais il faut que le gouvernement envoie des signaux. Mais quand, par exemple, ils ne veulent pas aller dans un cadre, ou dans le cadre que le gouvernement a créé, parce qu'ils estiment que ceux qui sont dans le cadre, enfin, ils reprochent des choses à ceux-là qui sont dans ce cadre-là. Mais le gouvernement, comme ça a été fait, par exemple, pour l'obtention des 20 000 et 30 000, mais la discussion a été faite sur 2 fronts. On recevait la STT, on recevait les autres centrales également. Mais pourquoi le gouvernement ne réussit pas la même chose? C'est-à-dire que ce que moi je dis, Rodrigue, c'est que la formule de la STT prend, parce que au sein de la STT est composée à majorité des militants de UNIR, ceux-là qui ont voté pour Fonya Singbe la fois dernière. Ceux-là qui ont voté pour Fonya Singbe la fois dernière, parce que quoi? Jamais enfin gesticulé, parce que vous savez, c'est le même régime qui a dirigé le Togo durant 48 ans. Hein? C'est le même régime qui a dirigé le Togo, et on sait que quand vous êtes au pouvoir, c'est quoi de plus normal que de faire la promotion de vos militants pour avoir accès aux fonctions, à la fonction publique. Mais dans la fonction publique est aujourd'hui dominée par ceux-là qui votent pour unir. Vous voyez par exemple, quand on organise des événements par exemple, rien que pour l'investiture de Fonya Singbe, la fonction publique a été vidée. La fonction publique a été vidée. Pour ces élections même, la fonction publique a été mise en mal. C'est normal parce que c'est le pouvoir, c'est le parti au pouvoir qui a la manette. Donc il faut que ces militants soient au service, comment vous l'appelez, à ces postes-là. Bon, on ne demande pas qu'on néglige, qu'on discrimine les autres. C'est vrai, les autres sont aussi dedans, mais c'est eux la majorité. Et les 50 000 fonctionnaires que la STT mobilise, c'est essentiellement les militants de UNIR. C'est pourquoi la recette prend. Et ça doit donner un signal au gouvernement. Ça doit l'appeler à plus de responsabilité à résoudre le problème de ces gens-là. Parce que sur ce plateau, quelqu'un a dit tantôt qu'ils ne sont que 50 000, que résoudre le problème n'est pas une panacée, et qu'il y a plein d'autres fonctionnaires qui aujourd'hui ou quoi? Non, tantôt, Rodrigue était témoin, c'était un autre invité qui avait dit sur les 50 000 fonctionnaires ne sont pas, résoudre le problème n'est pas une panacée, qu'il y a plein d'autres problèmes, il y a plein de fonctionnaires qui réclament des choses. Mais si la grève de ces 50 000 personnes-là affecte nous tous, qui ne sont même pas de la fonction publique, raison de plus qu'on résolve le problème, et une bonne fois pour toutes, et on aura la paix. Je ne vois pas pourquoi, quand on parle de la STT, ça indispose les gens, ils réclament quelque chose, on ne demande pas que le gouvernement donne 100%, mais que le gouvernement donne ce qu'il peut donner, on appréciera. Très bien, on vous a assez compris. Maintenant, la question à Germain est de savoir aujourd'hui, c'est vrai, ça c'est les téléspectateurs qui voudraient également savoir à qui vont s'adresser maintenant les responsables de la synergie, puisque nous avons élu un président. C'est vrai que les tests disent que le gouvernement doit démissionner, le gouvernement n'a pas encore démissionné. La synergie va avoir affaire à qui? Mais avant, je vais revenir sur ce que je disais, que la STT sont les électeurs de Fonya Singbe. Non, je crois qu'il faut être plus sérieux. Je ne sais pas si Joël sait que Nadou Lawson a battu campagne pour CAP 2015 à Néha. Je vais juste lui dire de ne pas faire l'amalgame. Il ne s'agit pas ici de dire tel fonctionnaire est d'unir de CAP 2015 ou pas. Non. C'est un problème syndical. C'est vrai que la STT a suffisamment politisé, malheureusement. Justement, c'est vous qui dites qu'il politise. Est-ce que c'est la STT qui a politisé ou bien ce sont les politiques? C'est pour répondre à votre qualification, le fait que vous les qualifiez de politique. Non, je dis ça. Non, Joël, je t'apprends que Nadou Lawson a battu campagne pour CAP 2015 à Néha. Nadou Lawson qui n'est que la base de la STT. Je te donne un exemple pour te dire, tu racontes ce que tu dis ne tient pas. Mais le problème n'est même pas de savoir de quelle couleur politique sont les travailleurs. Mais je ne voudrais pas que tu dises que la STT vote Fonya Singbe. C'est un faux débat. Quand Gilbert Tcholénianou dit... Je n'ai jamais dit cela. Je dis l'essentiel des 50 000. Non, je dis l'essentiel. On va aller pas à pas. La majorité est d'unie. Tu peux me laisser finir. On va aller pas à pas. Mais attendez, je suis encore là. Reprends fidèlement ce que j'ai dit. Je finis et tu reprends. Tu as dit que la STT, c'est la STT qui a voté pour Fort. Je n'ai jamais dit cela. On peut le rejouer là-bas. Qu'est-ce que tu as dit? Je dis l'essentiel
Qu'est-ce des que tu militants. en sais? L'essentiel, voilà, la majorité sont des de militants. UNIR. Mais sur Très quelle bien. base tu déclares La majorité ça? de... Sur Je l'ai démontré. Sur quelle Parce que base? c'est UNIR qui a dirigé le pays. Donc, C'est UNIR, le PT qui a dirigé le pays pendant 48 ans. D'abord, tu ne connais même pas le nombre de syndicalistes à la STT. Tu as l'idée de tous les On va- fonctionnaires ne sont pas de la STT. Tous les enseignants ne sont pas de la STT. Attends, Tous non. les agents de la santé ne sont pas de la STT. On va essayer, Attendez, d'évoluer. La STT porte en On va essayer, oui, permettez, Sur les secteurs de permettez, s'il vous plaît, je voudrais qu'on se calme, si vous permettez, je voudrais qu'on se calme, s'il vous plaît. Maintenant, Germain a la parole, mais je voudrais, voilà. Rodrigue, j'avais la parole. Très bien, allez-y. Tu peux faire l'effort. Allez-y. C'est déjà fait. Parce que quand il parlait, je ne l'ai pas empêché de poursuivre. On y va. Il faut qu'il apprenne à respecter les autres quand ils prennent la parole, c'est tout simple. Là, on fait du bruit, c'est pas bien pour nous, c'est pas bien pour ceux qui nous écoutent à la maison. On y va. Voilà. L'important n'est pas quelle est la couleur politique des travailleurs. C'est certains à la tête de la STT qui ont donné cette couleur politique à la chose. Je dis quand le docteur Tchirano dit si fort ne veut pas le vote des travailleurs. On n'a pas mêlé le vote et les syndicats. Vous les écoutez dire clairement si après les élections ça sera difficile. Tout comme si le syndicalisme s'arrête après les élections. Non, le syndicalisme c'est une bataille de tous les jours pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Ici, les travailleurs s'adressent à leur employeur qui est l'État. Ce n'est pas de savoir qui est du NIE, qui est de la CPP, qui est de Capgemini au sein des travailleurs. Là n'est pas le problème. Je crois que c'est un faux débat de dire qui a voté fort ou pas. On ne cherche pas à savoir qui au sein de la STT a voté pour Fort ou Jean-Pierre Fabre. Ce n'est pas le plus important. Les travailleurs veulent qu'on améliore les conditions de vie de travail. Ils s'adressent à celui qui est au pouvoir en ce moment, ce n'est pas Jean-Pierre Fabre. On revient donc à ma question. Pour répondre à la question, il s'adresse à l'État. L'État n'est pas mort. Après les élections, ce n'est pas parce qu'on attend peut-être la formation d'un nouveau gouvernement parce que celui en place n'a même pas encore démissionné. Voilà, donc le gouvernement est toujours là, l'État existe, la preuve ils vont au travail, la preuve ils perçoivent les salaires à la fin du mois, il n'y a pas encore de gouvernement. Donc je crois qu'il s'adresse au gouvernement qui est là, qui n'a pas encore démissionné, et donc les mêmes revendications, ça reprend. Mais comme on l'a dit, et on l'a reconnu globalement, c'est qu'il faut rejoindre la table de discussion. Ce cadre-là existe depuis avant la création de la STT. Beaucoup de choses ont été obtenues. On présente la chose comme si c'est maintenant que les travailleurs togolais souffrent. On ne montre pas d'où ils sont partis, quelle amélioration ils ont connue, même si on peut estimer que c'est insuffisant par rapport à la cherté de la vie. Mais aujourd'hui, les gens gagnent le double de ce qu'ils gagnaient il y a 10 ans. Les gens gagnent une fois et demie ce qu'ils gagnaient. Les gens ont vu des augmentations. Ce n'est pas maintenant que c'est pire. C'est vrai que quand on donne, on est plus gourmand, on a envie qu'on en donne beaucoup plus, ce qui est normal et que les travailleurs exigent. Il ne s'agit pas aujourd'hui de dire de ne pas régler le problème des travailleurs, ils ne sont pas les seuls, non. Mais l'État aussi a l'obligation de s'occuper de tous les Togolais, même ceux qui ne sont pas dans la fonction publique. Aujourd'hui, les gens ont besoin par exemple des marchés. Les commerçantes, si elles veulent des hangars, il faut que l'État le mette à leur disposition. Si elles ont envie d'avoir accès au crédit pour financer leur activité, ça aussi, il faut que l'État mette cela à leur disposition. Elles ne travaillent pas pour l'État, mais elles produisent aussi. Ce n'est pas les fonctionnaires seuls qui produisent. C'est d'ailleurs les autres qui produisent et qui paient les prestations que les fonctionnaires offrent. C'est les autres qui produisent, qui paient les impôts, qui font tout. Tu vas à l'hôpital aujourd'hui, tu paies la consultation. Ce n'est pas gratuit. Quoi qu'on dise, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas l'État. Donc, je crois que c'est un ensemble. L'État a satisfait dans un premier temps les fonctionnaires. L'État s'occupe d'autres domaines qui ont aussi besoin qu'on y prête attention. Il faut que l'État revienne encore sur les fonctionnaires. Pour moi, il faut faire le tour, il faut revenir. Maintenant, c'est vrai que les fonctionnaires ont cette force-là de faire plus de bruit en faisant les grèves. Quand tu arrives à un service bloqué, tu es embêté. Donc on donne l'impression qu'ils sont forcément prioritaires. Non, il y a des priorités partout. Mais eux, c'est leur droit de réclamer auprès de leur employeur d'améliorer leurs conditions de vie. C'est leur droit, ça personne ne peut le leur refuser. S'ils estiment que leur travailleur peut faire mieux, mais ils mettent la pression pour que l'employeur fasse mieux, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Très bien, on vous a assez compris. Aujourd'hui, Ibrahim, tel que ça se présente,
C'est vrai qu'avec la synergie des travailleurs du Togo, je crois avoir entendu tout à l'heure que l'élection était finie. Donc, mais bientôt, quand on prend le secteur de l'éducation, il y a les examens de fin d'année qui se préparent avec d'abord beaucoup de retard, puisque les élèves sont contraints aujourd'hui de finir dans environ 3 semaines les cours qu'ils devaient consacrer 3 mois à faire. Donc, dans ce contexte-là, est-ce qu'il ne faille pas vite désamorcer une situation qui s'annonce? Oui, le problème c'est que, vous savez, au niveau de la lutte syndicale dans notre pays, les syndicalistes ont tendance à chercher des opportunités, à chercher des moments, des contextes qui puissent être favorables à leurs revendications. Et nous avons parlé de la situation avant les élections, c'est-à-dire que de la période avant les élections, et les syndicalistes savaient que les autorités étaient vraiment très regardante par rapport à ces élections et qu'elle ne voudrait pas quand même qu'il y ait des fausses notes au cours de ce processus. Donc les syndicalistes ont compris cela et c'est pourquoi ils ont exercé le maximum de pression pour que leurs revendications puissent trouver une satisfaction. Et c'est la même chose aussi à l'approche des examens, tout comme au début, à la rentrée scolaire. Aussi, les enseignants aussi saisissent ces occasions pour pouvoir exercer le maximum de pression sur leur employeur. Donc, disons que c'est des situations que les syndicalistes exploitent le plus souvent. Mais il faut dire qu'il ne faudrait pas procéder toujours ainsi, parce que le gouvernement, l'employeur, il est toujours là, il est toujours devant vous. Et lorsque vous avez des revendications, je pense qu'il y a souvent ce qu'ils appellent les préavis. Il y a aussi des notes qu'ils doivent en dresser au niveau de l'employeur qui prend connaissance de leurs revendications et entame des discussions. Au fait, quand on parle de la grève, de préavis de grève, ce n'est pas pour avoir tout de suite la satisfaction aux doléances, mais c'est pour ouvrir, c'est pour permettre l'ouverture des discussions avec l'employeur et ensemble, c'est sur la table de négociation qu'on discute de tout ce qu'il y a comme revendication et aussi de la possibilité de réponse de l'employeur, parce qu'il ne faudrait pas aussi rester dans son camp et penser que l'employeur a toutes les solutions. Il faut aussi comprendre les enjeux au niveau de l'employeur aussi avant de chercher à exercer le maximum de pression possible, parce que certaines fois nous remarquons que ce sont des pressions qui n'ont pas leur raison d'être, parce que quand l'employeur vous dit qu'il y a telle situation, je n'ai que ceci à vous proposer, et quand vous demandez plus, parce que l'employeur ne peut pas faire autrement et ne peut pas aussi, n'est pas un magicien pour inventer des recettes comme ça à tour de baguette magique pour satisfaire à vos revendications sans en avoir les moyens nécessaires. Donc en tout cas, il faut aussi prendre en compte cet aspect pour que les revendications syndicales ne soient pas assimilées à des pressions qui, au finish, ont tendance à être des pressions hautement politisées. En tout cas, on vous a assez compris, mais on attend de voir, c'est mercredi prochain, donc on attend de voir ce qui sera fait à l'Assemblée générale de la synergie des travailleurs du Togo. Vous voulez ajouter quelque chose? Je voudrais apporter une petite lumière à l'antenne de nos auditeurs, parce que je dis, ces plateaux sont très intéressants, très importants pour nos auditeurs. Ça leur permet de voir clair. La fonction publique, nous avons 50 000 agents, hein, et 32 000 sont de l'enseignement. 32 000 agents sont de l'enseignement, pendant qu'environ 12 000 sont du secteur de la santé. Mais pourquoi est-ce qu'un confrère peut se permettre de me dire que la fonction publique n'est pas composée que de ces gens-là? Quand on sort le lot là, près de 45 000 agents des 50 000, il reste combien? Mais ça veut dire que comment vous l'appelez, le social que le gouvernement doit faire même dans la fonction publique, ce sont ces gens-là. Et derrière eux, il y a plein de bouches à nourrir. Moi, je ne suis pas, je reconnais qu'il y a eu des avancées qui ont été faites sur les prestations, enfin, sur les traitements salariés et autres là. Mais si les gens réclament, moi je répète la même chose. D'abord, que le gouvernement les reçoive, qu'on discute avec eux. Quand ils disent qu'ils ne veulent pas aller dans ce cadre, mais vous oubliez que les enquêtes ont prouvé que 80% des Togolais ne se font pas confiance. La confiance a périclité jusqu'ici. Et la preuve, c'est qu'au sortir des accords du 20 février, aux discussions de la primature qui ont abouti à l'accord du 20 février, le protocole a été bien signé. Mais ils sont retournés, la base dit elle ne veut pas, elle ne croit pas en ça.
Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de discuter avec ceux-là qui créent le problème pour savoir sur quel comment vous l'appelez, sur quoi on peut s'entendre. Mais quand on parle, quand on dit quand des confrères se permettent de politiser l'enjeu de la STT, je dis ce que la STT réclame va dans l'intérêt de nous tous. Parce qu'aujourd'hui, si la STT commence par gréver, quand les examens seront pris, si éventuellement les examens sont pris en otage, nos enfants également paient quelque chose pour cette, comment vous l'appelez, perdent quelque chose au nom de cette grève-là. Si demain on ne corrige pas les épreuves là, mais on ne va pas dire que c'est parce que c'est 50 000 personnes seulement, ou bien c'est parce qu'on est venu défendre le gouvernement en face, face à des revendications sociales qui vont dans l'intérêt de tout le monde, hein, que donc, ok, d'accord, bon, on laisse l'avenir de nos enfants en péril. Mais quand nous disons pays émergent, en quoi est-ce que nous préparons l'émergence du Togo? Si on badine avec l'éducation, si on badine avec la formation de qualité. Vous savez, il y a, comment vous l'appelez, un document de la Banque mondiale qui dit que 85% des demandeurs d'emploi au Togo n'ont pas pu terminer leur cursus scolaire. Parce que quoi? Parce qu'il y a eu tout cela. Parce qu'on badine, parce qu'on ne cultive plus l'excellence, on ne met plus les conditions, on ne met plus en place les conditions pour obliger les gens à travailler de façon sereine et sérieuse. Mais attendez, comment vous l'appelez, quand on dit 80 pour 85, je voudrais plutôt parler des enseignants, quand je parlais de la politisation du secteur, enfin, quand je reprochais la politisation du secteur. Ceux qui sont enseignants aujourd'hui, comment est-ce qu'ils sont venus à l'enseignement? Quand nous remontons l'historique de la grève dans ce secteur, dans ce pays. Mais dans les années 90, quand les gens grévaient c'est vrai que la grève était vraiment politisée. Quand les gens grévaient, on était parti chercher des kidams pour faire des enseignants. Après, on les a officialisés. Mais ces gens-là, s'il faut les étiqueter, il faut les étiqueter par rapport à quelle mouvance politique. On a assez compris. On y reviendra. Non, je pense que, Rodrigue, il faudrait quand même permettez, c'est vrai. Permettez là, mais je vais plutôt préférer donner la parole à Germain qui voilà. Non, je crois que Joël est en train de tourner en rond, c'est inutile. Bon, nous avons environ 60 000 travailleurs. D'abord, tous les agents de la santé, de l'éducation ne sont pas de la STT. Donc il ne faut pas faire l'amalgame entre ceux qui sont dans les hôpitaux et dans les écoles qui sont de la STT. C'est ce que les dirigeants de la STT veulent faire croire, mais ça ne correspond à rien. Un syndicat, on adhère au syndicat. Il ne faut pas estimer que comme nous sommes des syndicats de l'éducation et de la santé, tous les agents sont dedans. Non, ils ont comme une demande. Donc c'est un faux débat de croire que la STT a 30 ou 40 000 adhérents. Il n'en est rien. Je ne sais pas si Joël peut m'apporter la preuve que les membres de la STT sont 30 ou 40 000. Il n'en a pas la preuve. Il donne l'impression que, bon, comme ils sont issus des deux milieux, ce qui est vrai, c'est que leurs revendications intéressent tous les travailleurs. Et c'est là où nous ne sommes pas d'accord qu'ils demandent des discussions exclusives. Ils ne vont pas réclamer pour les agents de la santé et de l'éducation qui prétendent représenter entièrement. Mais ils revendiquent pour tous les travailleurs. Pourquoi alors exclure les autres syndicats qui sont dans d'autres domaines? Mais ça n'a pas de sens. Vous dites, nous réclamons pour tous les travailleurs. Ce n'est pas seulement ceux que nous disons représenter, qui ne sont même pas forcément tous membres de la STT. Je peux faire une précision. Je peux finir pour la fonction publique. Pour les travailleurs de la fonction publique. Oui, pas pour les travailleurs. C'est de leur chiffre. Il y a une grande nuance. C'est de leur chiffre qu'on parle. Quand tu parles de 50 ou 60 000, moi je vais vers 60 000. On parle de la fonction publique. Ils ne sont pas de la STT. Que Joël ne nous dise pas qu'il y a 40 000 membres de la STT. C'est faux. Je n'ai jamais dit cela. Oui, mais tu dis que tu parles de la STT comme... Donc, je voulais juste revenir à ça pour ne pas faire l'amalgame. Maintenant, les gens réclament, nous l'avons assez dit. Là où vous êtes, demain, si vous avez le moyen de mettre la pression sur le DG de KTB, vous le ferez pour qu'il augmente cette émission, vous n'allez pas l'animer. C'est votre droit. Si vous estimez que votre média produit assez et que vous n'êtes pas bien traité pour faire un bon travail, vous manifestez, c'est ce que les gens sont en train de faire. Mais ce que nous disons, il y a un cadre de discussion, il y a des syndicats qui ont travaillé pendant des années, qui ont eu beaucoup d'améliorations, dont vous profitez aujourd'hui. Vous venez dire non, ces gens-là sont des traîtres, nous on ne discute pas avec eux. Mais le gouvernement ne peut jamais faire ce cadeau à la STT.
et on met en place un cadre qui fonctionne bien jusqu'ici, vous venez discréditer tous ces gens-là, vous dites non, eux c'est des suppôts. La STT ira discuter. Demain, on viendra dire ben, ils ont été vendus parce qu'ils ont cédé. La preuve, ils sont allés signer un protocole d'accord. Ils sont revenus dire que la base n'est pas d'accord. Joël en parlait. Mais pourquoi ouvrir maintenant une discussion avec eux si demain ils vont à la base et la base dit non? Donc il vaut mieux que le gouvernement vienne à la base discuter. Ça, c'est ça en tout cas, vous dites vous voulez vous faire représenter. Vous avez élu des représentants. Mais c'est eux qui parlent en votre nom. Ils ne peuvent pas aller prendre des décisions, reviennent et ils prétendent dire que vous qui les avez élus, vous leur avez donné un mandat. C'est comme le député qui vote une loi et quelqu'un dans une circonscription dit non, que le député ne veut pas voter la loi. Mais là aussi, au niveau du cadre de discussion, il ne faut pas quand même, peut-être qu'on se trompe un tout petit peu. Les gens avaient signé un rapport, avaient donné un rapport au gouvernement, mais par après on a vu à la célébration de la fête de premier, mais on a cru comprendre que finalement, les gens semblent avoir un tout petit peu reculé par rapport à leur position. Vous parlez de qui? On a suivi, non, des syndicalistes, on a suivi par exemple... Ce que nous disons, la STT, moi, elle m'intéresse parce que les responsables prétendent dire qu'ils révolutionnent le syndicalisme. Certes, mais on ne peut pas aller. Quand ils sont allés, s'ils refusent de signer, ils disent nous allons retourner voir notre base avant de signer, on est d'accord. Mais quand vous signez, c'est que vous agissez au nom de votre base. Vous ne pouvez pas signer et revenir dire que la base a refusé. C'est à vous de convaincre la base puisque vous êtes des leaders. Vous nous avez choisi. Nous sommes allés, on a discuté, nous pensons que c'est bon pour nous, nous avons signé. Mais il faut être capable de dire à la base, mais puisque c'est nous qui prenons les risques, c'est nous que vous avez désignés, c'est nous qui parlons en votre nom, c'est nous qui subissons les pressions s'il y en a, c'est nous qui sommes vus comme leaders de la STT. Quand nous décidons, c'est en votre nom. Faites-nous le plaisir de l'accepter parce que nous ne pouvons pas aller contre vos intérêts. Mais si vous le signez, vous revenez à la base refuse. Et ça dit que la base pense que vous êtes des traîtres. Donc vous êtes vendus comme vous présentez les autres. Non, je crois qu'il faut pas polluer le débat syndical. Aujourd'hui, il y a un cadre de discussion qui a porté ses fruits, qui a permis d'avoir plusieurs augmentations jusqu'à l'adoption du statut général de la fonction publique. Mais qu'est-ce qui empêche à la STT de reverser ces doléances, ces exigences au sein de ces cadres? Est-ce que les autres syndicalistes leur empêchent de parler de ça? Non, je ne trouve pas. Mais vouloir discréditer les autres, je crois que c'est un exercice qui sera assez difficile pour eux. En tout cas, on va essayer de voir ce qui sera fait. Que ce gouvernement discrédite ce cadre, le mettre de côté. Surtout que les revendications concernent tous les fonctionnaires. Ce n'est pas seulement les syndiqués, les membres de la STT qui ne sont pas 40 000 comme tendait. Très bien, on vous a assez compris. Là aussi, il va falloir que les autres syndicats aussi, peut-être on va le dire de façon succincte, soient aussi un tout petit peu sérieux et parlent le même langage ensemble. On va parler, on va aller... Non, c'est-à-dire quand vous dites... C'est ce que je dis. Si vous suivez par exemple... Non, ce que je dis, juste si vous donnez... Juste une précision, permettez juste une précision. On était là. La STT a quitté la table, le comité de suivi. Le comité a travaillé, a pondu un rapport qui a été remis au gouvernement. Et à la célébration de la fête des travailleurs, on a vu des gens qui ont paraphé ce rapport, qui sont sortis pour faire des déclarations à l'encontre des contenus de ce rapport. C'est en cela que je dis que là aussi, il va falloir que les gens soient un peu... Maintenant, on va essayer d'évoluer. Rapidement, on va parler du vent de contestation qui souffle sur le plan politique avec... Combat pour l'alternance politique en 2015 et son candidat Jean-Pierre Fabre qui était dans les rues samedi après l'ultimatum donné à l'Organisation internationale de la francophonie pour se prononcer sur la situation au Togo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette sortie de CAP 2015, Joël? La sortie de CAP 2015, je crois que jusque-là, on n'interdit à personne de manifester. Peu importe la cause, l'essentiel est que ça ne porte pas au coup à la liberté des autres. Jean-Pierre Fabre est en train d'exploiter son capital populiste qu'il a créé. Mais est-il qu'au sein de l'ANC également, la popularité de l'ANC n'est plus ce qu'elle était hier, même ne serait-ce qu'avant le scrutin présidentiel du 25 avril. Elle n'est plus la même chose parce que moi je dis le taux d'abstention qu'il y a eu, ça a été plutôt une sanction pour l'ANC CAP 2015 et plutôt que de le voir comme
C'est vrai que ça constitue également un message à l'endroit du pouvoir, un des intérêts de la part des Togolais pour le vote, parce qu'ils ne croient plus en ce que leur vote soit respecté. On a eu les preuves lors du dépouillement. Mais c'est plus une sanction à l'endroit de CAP 2015. Ceci dit, il revient maintenant aux leaders de ce mouvement-là de se remettre en cause, de redéfinir leur stratégie. La mobilisation de rue est l'une des armes fatales pour obtenir ce qu'on veut. Mais j'ai comme l'impression que le CAP 2015 est en train de badiner avec cela. Et ce n'est pas pour rien que le pouvoir a pris soin de décaler, de scinder, enfin, de se permettre de mettre le pied dans la Constitution et de scinder une cérémonie qui doit se dérouler en une seule, une cérémonie qui doit se dérouler en une seule séance, en 2 séances. On a séparé la prestation et serment de l'investiture. Ce n'est pas pour rien, c'est pour montrer que Faure Gnassingbé a l'onction de ses parrains de la sous-région, que le peuple togolais le veuille ou pas. Le chef de l'État est officiellement élu, c'est lui, le président de tous les Togolais, et il veut montrer qu'il a l'onction nécessaire. Donc je ne vois pas pourquoi CAP 2015 trouve nécessaire de fatiguer ses militants en les mettant dans la rue. Une arme qui doit être une arme ultime, je ne sais comment dire, excusez-moi, on s'amuse avec cette arme-là en mettant des populations dans la rue pendant que la francophonie n'a même pas répondu au courrier que Fabre a envoyé, et pourtant on trouve nécessaire d'organiser une manifestation. Moi je voudrais comprendre que c'est parce qu'entre-temps, la cérémonie d'investiture avait été annoncée pour le 16, que CAP 2015 avait programmé également, comme une leçon de débrayage dans les rues sur le 16. Bon, maintenant que la cérémonie a été déprogrammée, j'estime qu'ils n'ont plus trouvé les arguments nécessaires pour déprogrammer, pour reporter également leur manifestation, mais ils étaient obligés de la tenir le 16 malgré tout. Voilà. Et un journal l'a écrit tout à l'heure, Ibrahim, que Jean-Pierre Fabre refuse toujours de rentrer dans l'histoire glorieuse du Togo par rapport à ces marches, parce qu'il y a une autre qui est annoncée sur le 23 prochain, si j'ai bonne mémoire, sur samedi, si j'ai bonne mémoire. Alors, par rapport à ça, aujourd'hui, on voit par exemple d'autres leaders comme Gabriel Mensah Ngomé Kodjo qui, à travers un communiqué, appelle tous les acteurs à faire les choses en respect des lois de la République. On a également suivi ce matin sur une chaîne de la place le parrain de l'appel des patriotes, Fulbert Sassou Atisso, qui estime que l'opposition devrait retourner aux États généraux. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, le problème, le constat aujourd'hui, c'est que l'opposition togolaise a échoué dans sa tentative ou bien dans sa volonté d'aller vers l'alternance. C'est un constat. À la suite de ces élections, c'est que le président sortant a encore gagné ces élections. Donc l'alternance n'a pas eu lieu. L'opposition a échoué. Et s'il faut faire quelque chose, c'est de retourner maintenant et de discuter à fond pour voir ce qui n'a pas marché, ce qui a fait que ce rendez-vous a été un rendez-vous manqué du côté de l'opposition. Et lorsque vous prenez vos militants comme si c'était des abrutis, des idiots, je pense qu'il faudrait aussi commencer par être sérieux dans sa démarche, dans sa manière de faire la politique. Parce que on ne peut pas continuer éternellement par sortir les militants dans la rue pour revendiquer ce qui n'est pas revendicable. Je dis ce qui n'est pas revendicable parce que nous sommes allés à une élection, il y a un candidat qui a été déclaré vainqueur et qui a déjà prêté serment et qui a aussi eu une lettre de félicitations de la part de l'OIF. Je me demande comment on peut encore saisir l'OIF qui a déjà envoyé une lettre de félicitations au vainqueur pour que cette organisation internationale puisse, je ne sais pas, dire que retirer sa félicitation au président déjà élu ou bien faire quoi aujourd'hui. C'est que nous tournons en rond et il faudrait que l'opposition se remobilise et voir ce qu'il faut faire pour les échéances futures, puisque les élections de 2015, c'est-à-dire la présidentielle du 25 avril, c'est déjà du passé. C'est déjà plié. C'est déjà plié. Il ne faut plus quand même continuer par tourner en rond, fatiguer les militants et ne pas chercher des alternatives qu'il faut pour la relance du pays. C'est ce qui s'est passé en 2010. Les gens ont perdu des élections, ils ont passé leur temps à marcher pendant plus de 5 ans. Et le résultat, c'est que les gens étaient fatigués.
les discours étaient des discours populistes, irréalisables. C'était du mensonge qu'on a servi aux populations. On leur a fait croire qu'il y a de l'espoir. On pouvait reprendre la victoire, on pouvait reprendre la victoire supposée volée, mais cela n'a pas été au rendez-vous. Vous avez vu que finalement, ce prétendu président de la République a finalement atterri à l'Assemblée nationale comme un député. Et vous voyez que quand on agit de la sorte, Joël le disait, c'est qu'on est en train de se décrédibiliser, et partant, c'est toute la formation politique qui prend un coup en termes de participation à l'action de ce parti. Voilà, Germain, aujourd'hui, quelle autre lecture peut-on faire de cette situation, de ce comportement quand on prend toute la classe politique de l'opposition? C'est vrai que nous prenons les 4 candidats, il y a CAP 2015 qui contestent ouvertement, il y en a qui ont relevé des insuffisances, qui en ont pris acte, il y en a qui continuent de contester par des communiqués. Quand je veux parler de l'ADI, du professeur Tiabouré Mégogué, aujourd'hui, quand on prend en somme toutes ces positions-là réunies, quelle autre lecture peut-on faire du comportement de l'opposition togolaise? Non, je crois que l'opposition togolaise, dans cette tendance la plus forte, il n'y a qu'un seul parti, qui est l'ANC, qui s'est entouré de quelques petits partis, qui n'étaient pas assez suffisants pour faire de lui un candidat unique de l'opposition. Donc c'est celui qui pouvait vraiment concurrencer le président sortant donc à cette élection. Il a été battu, proprement d'ailleurs, il le sait bien, la preuve, il a mis combien de semaines pour manifester, parce que quand vous êtes volé, dès que vous déclarez qu'on vous a volé, les gens descendent quand même dans la rue pour manifester un peu, on n'a rien vu de cela. Il a beaucoup hésité avant donc de lancer cette manifestation, et puis il s'adresse à l'OIF comme si c'était la Cour constitutionnelle du Togo. Je suis un peu déçu, l'OIF qui n'est qu'un partenaire. Et l'Union européenne, il ne peut pas s'adresser à l'Union européenne parce qu'il sait que l'Union européenne a financé la société civile togolaise, qui a mis en place la concertation nationale de la société civile, qui a suivi de près les élections, qui ont établi leur QG à l'hôtel Edaoba, qui ont compilé les résultats. Et ces résultats correspondent aux résultats proclamés par la CENI. Ils savent qu'ils ne peuvent plus aller vers ces institutions-là, qui ont suivi de près cette élection, vers le PNUD, qui a beaucoup fait, donc bon, on ne peut que s'en prendre peut-être à l'organisation la plus facile à prendre, qui n'a aidé qu'à améliorer le fichier électoral et à observer. Bon, moi je crois que nous sommes avec un leader qui croit que l'une des activités normales d'un parti politique, c'est la contestation. Jean-Pierre Fabre, une fois dans une de ses interviews, déclarait que les autres partis ne font rien, qu'ils ne font pas de meeting, ne font pas de marche. Donc pour lui, il a convaincu qu'un parti qui est actif, c'est celui qui organise des marches et tout ça. Moi, je crois qu'il est dans son rôle. Depuis 2010, il a été battu, on s'est saisi du VSAT à l'époque. Et c'est Aguillaume qui l'avait d'ailleurs déclaré vainqueur de l'élection de 2010. Il s'en est saisi, il a marché pendant 4 ans et demi au moins. Mais cette fois-ci, il n'a plus d'arguments. Tout est tellement clair qu'il ne convainc personne, même ses propres militants. Figurez-vous qu'il y a au moins pratiquement 300 000 qui ont voté pour Fabre à Lomé. Mais dans la rue samedi, ils étaient combien? Ça veut dire que même ceux qui ont voté pour Fabre ne sont pas sortis défendre cette victoire parce qu'ils savent que Fabre n'a pas gagné. Et Fabre le sait bien. Donc nous sommes en face, pour répondre à votre question, en face d'une opposition qui est affaiblie par la force du pouvoir d'abord, il faut le dire, parce que le pouvoir a eu le courage de faire la promotion des libertés, courageusement de s'ouvrir à la démocratisation. Et donc, ça fait une force du côté du pouvoir. Et face à ce pouvoir, c'est une opposition qui s'entre-déchire, qui donne les arguments à ses militants d'immigrer vers unir. D'immigrer vers unir. Et donc, on a vu que unir commence donc par aller essentiellement dans les bastions du Sud, où l'opposition régnait et qui pique des voix. Quand Jean-Pierre Fabre se déclare vainqueur, c'est sur la base des CELI du Sud. Or, aujourd'hui, le débat n'est plus là-bas. Fogna Singbe n'est plus resté au nord, comme avant. Soya Dema, il tente des incursions. Et c'est une lecture politique qu'il faut faire. Et tant que l'opposition ne le fait pas, elle ne peut plus faire l'alternance parce qu'elle est suffisamment faible aujourd'hui. Jean-Pierre Fabre n'est pas le leader
qui était Maître Agouebo en 1994, quand il a remporté les élections. Il n'est pas le leader qui était Gilles Christ Olympio jusqu'à l'année 2005, où il y a des moments, Gilles Christ était encore puissant. Jean-Pierre Fabre n'a pas cette carrure. Il ne peut pas faire l'alternance. Il n'a pas cette carrure. Il pouvait peut-être le faire s'il avait réussi à rassembler les autres leaders, à commencer par l'UFC elle-même, qui est un point non négligeable. S'il avait pu avoir l'UFC, au moins reconstituer la base de l'ancienne UFC, qui était le parti le plus fort. Ensuite, s'il avait le CAR, qui est un parti qui a quand même perdu du poids depuis 2007, mais qui reste quand même un parti dont l'appel au boycott a été assez suivi quand on suit les résultats. Donc, s'il avait tous ces partis-là, si l'opposition avait pu peut-être faire bloc derrière Fabre, il pouvait aujourd'hui rendre crédible sa contestation. C'est un leader esselé, soutenu par quelques petits partis dont la plupart n'ont même pas de représentants à l'Assemblée nationale, qui essaie de contester une élection reconnue par toutes les institutions et dont la clarté a été observée donc, par les Togolais. Donc je pense que si l'opposition veut travailler ensemble, comme le dit Philbert Atisso, il faut qu'elle retourne forcément aux États généraux. L'appel avait été lancé par le CAR au lendemain des législatives de 2013. Pendant que Fabre célébrait son leadership au sein de l'opposition, le CAR avait dit il faut qu'on passe aux États généraux, ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, une deuxième défaite en l'espace de 2 ans. Bon, si l'opposition veut faire l'alternance, il faut qu'elles se mettent forcément ensemble parce que disperser tous les partis sont faibles. Ils le savent au regard de tous les résultats crédibles depuis 2007, puisque c'est seulement à cette date-là qu'on reconnaît les résultats des élections. Mais au regard de ces résultats-là, ils ont observé, même avec le taux d'abstention, ils ont dit qu'il faut une dynamique unitaire. Ils sont incapables de le faire, donc ils seront incapables de faire l'alternance tant qu'ils ne font pas donc cet examen de conscience en face d'un pouvoir qui a quand même un bilan convaincant que les Togolais, même les adversaires, ont pu remarquer. Et donc, je pense qu'il faut que l'opposition se réorganise tout à fait. Voilà, Joël, c'est vrai, quand on suit un peu le CAR revient toujours sur les réformes et certains observateurs estiment que si aujourd'hui ça contraste au niveau de la politique togolaise, c'est parce que ces réformes-là ne sont pas faites. Aujourd'hui, est-ce qu'on est en train de voir tous les acteurs s'orienter vers ces réformes? C'est ce qu'on aurait souhaité, que tous les acteurs s'orientent vers ces réformes et que surtout que le pouvoir en place balise la voie à ces réformes. C'est vrai, une commission a été mise en place, il faut que les travaux de cette commission-là soient rapidement rendus publics et que le gouvernement crée le cadre rassurant pour tous les acteurs afin de s'asseoir afin de discuter aisément de ces réformes. Mais ce que je dirais surtout, c'est l'esprit, parce que la politique togolaise est victime de l'esprit des leaders qui sont au-devant, s'ils sont aujourd'hui au-devant de la scène. Maintenant, est-ce qu'il faut dégager ces leaders-là pour porter haut de nouveaux leaders, enfin de nouveaux esprits, afin de donner plus de chances au consensus, tant entre l'opposition que le pouvoir, mais également au sein de l'opposition elle-même. C'est là l'essentiel c'est là la principale question. Moi, je voudrais rebondir sur ce que Germain a dit tantôt. Il a dit quelque chose qui m'a fait tiquer. Ici, dit le pouvoir a fait l'effort de s'ouvrir à la démocratisation. Donc, a eu le courage plutôt, c'est ce qu'il a dit. A eu le courage de s'ouvrir à la démocratisation. Ça m'a fait choquer. Ça m'a choqué. S'ouvrir à la démocratisation, il faut avoir le courage de le faire. Nous ne sommes pas en Corée du Nord jusqu'à la preuve du contraire. Merci. Merci depuis 90, c'est seulement en 2007 on reconnaît qu'on a fait des élections crédibles et qui les a organisées. Bon, ça veut dire que si vous dites on a réussi, et puis les élections de 2007 ont été organisées par l'ensemble des acteurs. C'est l'élection la plus consensuelle que le Togo ait connue jusqu'ici. Donc, c'est pas. En fait, excusez-moi, c'est pas le courage de démocratisation. Je suis obligé. C'est pas le courage de démocratisation, mais je suis obligé de mettre fin. Ce que je voudrais dire, Odig, il faut me laisser évoluer, je crois. En 30 secondes. En 30 secondes, ce que je voudrais dire, c'est que il revient à Jean-Pierre Fabre de savoir capitaliser, ne serait-ce pas parce qu'il a montré ses limites, il montre qu'il n'est pas un rassembleur, mais il revient à l'ANC Cap 2015 et autres là,
de savoir capitaliser les 35% de voix qui lui ont été attribuées, parce que c'était 30%. En 2010, c'était 30% qu'il a obtenu. Il a obtenu 35% pendant que UNIR a obtenu moins qu'en 2010. Et ça veut dire qu'il y a un message fort que le peuple envoie. Et qu'il faut qu'il réussisse à canaliser pour pouvoir obtenir l'alternance. Très bien. On vous a assez compris, un peu surpris par la technique qui nous informe à la dernière minute que les minutes sont épuisées. Et puis, je crois que dorénavant, il va falloir faire l'effort de nous avertir un peu plus tôt. Merci donc à nos invités, Germain Pouli, directeur de publication du journal Togo Réveil. Merci Ibrahim Atia, directeur de publication également du journal Temps Nouveau. Et puis Joël Ega, directeur de publication du journal La Fraternité. Tous ces journaux seront dans les kiosques dans les prochains jours. Merci donc à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci aussi à vous, téléspectateurs, auditeurs des médias partenaires, sans oublier les internautes. Bien de choses à tous les Togolais de la diaspora et du monde entier. Bien de choses où que vous soyez. Retenez tout simplement que dans cette vie, on ne fait jamais rien contre les autres. On fait tout pour soi et contre soi-même. Et par conséquent, si vous faites le bien, vous le faites pour vous. Si vous faites le mal, vous le faites pour vous aussi. Faites le bien pour que le dernier jour vous soit glorieux. Au revoir. Merci beaucoup.